Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous avez vu notre beau studio, Ah non, mais là, on a déménagé. J'ai appris un coup de jeune, enfin pas Oui, vous, parce non. que là sinon vous seriez une bébé. Voilà. Mais là c'est vraiment On a extraordinaire. un très beau studio, Ah je dois ouais. dire. Allez nous regardez-nous sur les réseaux sociaux, sur le podcast de Sud Ah oui, Radio. allez-y. Vous allez voir, on a un très beau studio. Puis comme ça, vous pourrez aussi voir les couvertures des livres. Ouais. Donc, vous vouliez faire un Alors, je voulais remerciement remercier, pour commencer. parce que pour Vous le êtes livre gentil de cette Baugé- semaine. Oui, mais profitez-en parce que ça passe pas Ouais. souvent. C'est pour le livre, le roman de Baugé De qui la s'appelle ville Baugé, voilà, ouais. qui s'appelle Magnifique, hein, qui est paru chez Télémac, qui est l'histoire de ce roman qui est absolument merveilleux, tout en subtilité, mais qui vous fait pénétrer dans le drame rwandais. Hein. Alors j'avais peur que les gens soient effrayés par le thème, et en fin de compte, vous nous avez suivis. On est à plusieurs réimpressions, et c'est ce C'est à livre la qui fois aurait pas dû une exister. histoire d'amour, Ah oui. une histoire assez terrible du massacre qui Du a pu être Rwanda, perpétré mais au qui est vraiment Rwanda. de l'intérieur et qui n'a rien de... Voilà, c'est pas glauque, c'est pas du voyeurisme, mais vraiment vous ressentez tout le malheur de cette femme hein, qui va quand même transcender sa douleur par un amour avec un homme absolument incroyable. Donc allez-y, je vous remercie vraiment beaucoup parce que il n'aurait pas dû exister ce livre, personne n'en Ça parlait. s'appelle Magnifique, Ouais. c'est son nom d'ailleurs à cette à jeune cette femme. jeune rescapée. Ouais, Voilà. c'est chez Télémac. Alors Gérard, vous m'aviez caché Vous m'énervez, cela, là, vous oui. m'avez caché, vous avez J'ai décidé posé. de participer Ouais, au regardez le calendrier podcast. des rugbyman. Je vous le signale parce que tous les bénéfices de ce calendrier sont reversés, enfin une partie des bénéfices sont reversés à Octobre Rose, qui, vous le savez, lutte contre le cancer du sein. Donc le calendrier des rugbyman est sorti, ils sont très beaux comme vous Gérard. Vous avez une photo de moi-même à chaque mois. À chaque Donc, page. Donc c'est les photographies de Fred Goudon et c'est aux éditions First, une bonne action et une jolie année avec le rugby. Vous savez que Sud Radio est la radio du rugby, donc toute l'année vous penserez rugby. Alors c'est vrai que on a décidé de parler aussi un petit peu quand même d'Israël où tous les avis s'entendent, on entend dire beaucoup de choses. Et puis il y a beaucoup de choses fausses, de fake news où les gens ne savent pas, mélangent tout et tout. Donc je vous propose 2 livres, enfin un en particulier qui est un tout petit livre. Hein. C'est vraiment pas cher, c'est un que sais-je. Il est fait par Georges Bensoussan. Ça s'appelle Les origines du conflit israélo-arabe 1870-1950. C'est chez que sais-je. Hein. Et là il y a rien d'idéologique et tout, c'est factuel. C'est un historien, il va vous raconter exactement ce qui passe dans ces territoires depuis 70 jusque dans les années 50. Et là vous allez comprendre la genèse de tout ce drame. C'est ce que je dis, parce que là, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est effrayant. Hein, donc, on entend n'importe quoi, le moindre... Les gens, ils connaissent... il y a un mélange, donc allez-y. Et puis, alors, moi, il y a une chose qui est absolument un monument. Hein, pour moi, ça, c'est vraiment... J'attendais inconsciemment ce bouquin depuis très, très, très longtemps. Ça s'appelle L'histoire juive de la France, chez Albin Michel, sous la direction de Sylvie Anne Goldberg. Alors, regardez, c'est un énorme bouquin, mais alors, vous pouvez le lire dans le désordre. Dans le désordre, c'est une forme d'encyclopédie. Et alors, l'intérêt, c'est que souvent, la plupart du temps, quand on parle des Juifs en France, on en parle sous forme d'exclusion, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus, vous savez, quand on les a maltraités, et là, ça a été leur histoire. Hein. Oui, mais là, en fait, ils prennent une autre vision des choses, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont apporté et comment ils étaient dans la France. Parce que souvent, on a tendance à dire juifs français. Or, pour moi, ça soit Proust, ça soit Halévy, que ça soit Offenbach, c'est un Français qui est juif. Ouais. Et quand on parle de juifs français dans les histoires, on parle... Et là, ils remettent en valeur tout ce que ça a apporté, comment aussi c'est inséparable, hein, et dans tous les domaines, jusqu'à nos jours, c'est vraiment une pure merveille. Et et c'est les arts aussi, hein, il y a c'est tous tout les ce qui arts, est culturellement... l'économie, et vous avez toute une histoire des Juifs depuis le début de la France, hein, de vraiment le royaume de France, et c'est absolument fabuleux, c'est fait par... Petit chapitre, c'est clair, c'est net, c'est pas idéologique. Ça parle, oui, je vois Baudelaire, un moment dans l'antisémitisme littéraire, donc tous les sujets. Absolument. Vous avez ce sont des articles. Hein, oui, absolument, par des gens, par des historiens, des spécialistes. C'est très très beau à regarder. En plus, c'est un très bel objet. Ouais. Pour moi, c'est en ce moment, ça fait partie des choses que, alors c'est un gros livre, hein, mais que tout le monde devrait lire et avoir chez soi. Donc je reconnais que c'est un gros bouquin, mais là vont arriver les fêtes, et je trouve que c'est que vous soyez juif, pas juif,
juif. À partir du moment où oui, c'est la culture. Vous intéressez la France et c'est la culture, c'est une partie primordiale, importante de notre patrimoine. Allez-y, c'est vraiment... Et surtout, c'est lisible, visiblement. Voilà, c'est pour ça que souvent vous avez des trucs comme ça, des encyclopédies qui sont faits par des spécialistes et au bout d'un moment vous étouffez en vous disant c'est pas pour moi. Et là c'est vraiment une sorte de vulgarisation de l'apport des juifs sur la culture française et le patrimoine et l'économie. Enfin voilà, moi je trouve ça explique, fabuleux. là je tombe sur le Marais et Belleville, ça explique un certain nombre d'origines, de choses qui... ça va de Derrida à Offenbach, de Halévy, vraiment j'ai été surpris. Histoire juive de la France, donc c'est coordonné par Sylvie Anne Goldberg et c'est chez Albin Michel. C'est un grand moment, ne passez pas à côté parce que quand souvent je dis c'est un grand moment, tout le monde se moque de moi en disant c'est l'événement, mais là c'est un des événements de l'année et c'est vraiment un bouquin qu'on attendait. Alors, plus léger, oui, c'est cette collection que j'adore au Mercure de France. Les goûts le goût de la famille, le goût de l'automne, le goût du voyage. Donc, ce sont des tout petits livres que vous pouvez... Alors, c'est Gérard qui a cette idée de les mettre dans les assiettes quand vous recevez des invités. Moi, je trouve ça très bien. Et le goût de l'automne, vous avez Proust qui parle de la chevelure blonde des marronniers. Ce sont des tout petits textes d'auteurs, André Gide qui parle de l'automne, Victor Hugo, l'adieu de l'été. C'est redécouvrir des auteurs avec des petits textes, le goût du voyage formidable aussi. Vous allez retrouver Niels Holgersson sur son noix. C'est des jolis objets. En plus. Ouais, c'est des beaux objets. Moi, je les garde. C'est une collection et je félicite Mercure de France de continuer dans cette collection. Le goût de la famille aussi, qui est très très intéressant. Qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? On va un peu aussi, on va un peu s'aérer et rire un peu, un sourire s'il tentait. Vous savez, on avait défendu, ça avait un marché de Feu de Dieu, si on peut dire, de Alex Vizorek et de Caroline Allan pour le scénario. Ça, c'était l'histoire du suppositoire, vous savez. Et c'est illustré par Caro Powell. Et là, il vient de sortir, c'est un truc génial, c'est l'histoire du suppositoire qui vivait dans la Lune. Qui visait la Lune, pardon, j'ai pas mes bonnes lunettes. Qui visait la Lune. Et c'est chez Michel. C'est absolument... Comment on peut faire de l'humour sur un thème comme ça sans être vulgaire mais en faisant rire. Et là c'est l'histoire, le suppo il est dans son étui, il est dans la pharmacie, il est tranquille, il s'ennuie un peu mais il aimerait bien aller voir du pays. Et puis là il y a une femme qui va partir dans l'espace, je sais pas comment on dit, une spatiodrome ou une cosmonaute, et puis la pharmacienne lui fait sa trousse et là elle lui donne les suppositoires. Et la suppo elle est super contente parce qu'elle va se retrouver dans l'espace. Alors, avec deux autres suppos, alors j'ai adoré ça, il y a Elon et puis il y a Jeff, les deux autres suppositoires, et ils vont se retrouver dans des aventures. Mais il y a en plus, mine de rien, ça se fait un petit peu philo, des avis sur notre société. Je trouve ça merveilleux. Vous offrez les deux. Alors ça a cartonné. Le premier, c'était les enfants, mais même les adultes, ils s'offraient ça. Allez-y, ça s'appelle l'histoire du suppositoire qui visait la Lune de Vizorek et c'est chez Michel Lafon. Ça, c'est j'ai adoré. Très drôle. Les enfants aiment beaucoup tout ce qui est caca. En pocket vient de paraître La fille de l'ogre de Catherine Bardon. Ça avait été notre coup de cœur de la rentrée l'année dernière. C'est l'histoire de la fille de Trujillo, du dictateur de Saint-Domingue, de la République dominicaine. Flor de Oro, qui a 10 ans, est écartée de sa famille. C'est le destin d'une femme incroyable. Elle se marie avec le playboy Porfirio Rubirosa, j'arrive jamais à dire son nom, joueur de polo. Elle sera mariée, je crois que 8 fois. 8 fois, Elle est bouffée par son père. C'est l'emprise des hommes qu'il y a eu autour d'elle. C'est une histoire aussi de cette époque, de la dictature de Trujillo, de ce qu'elle découvre de son père. Catherine Bardon, elle raconte magnifiquement bien. C'est une raconteuse d'histoire fabuleuse. Oui, complètement. Donc c'est vraiment à lire et je vous garantis que vous apprendrez énormément de choses et ces destins de femmes sont passionnants. Et je trouve que vous n'avez pas été juste avec elle parce que ce bouquin, il a eu moins de succès que la trilogie ou la quadrilogie qu'elle a fait avec Les Déracinés. Et je trouve que là, ça a marché, mais je trouve que c'est pas la hauteur du livre. C'est peut-être le côté dictateur, je sais pas. Mais c'est un roman. Enfin, c'est une histoire romanesque. C'est un roman. Elle raconte, elle a adapté. C'est une biographie qu'elle a romancée, mais elle a
Il y a un destin Moi, j'ai romanesque trouvé ça. formidable. Ah oui, et franchement, vous n'avez pas été sympa sur ce thème. De nos coups de cœur. Allez-y en Alors, poche. j'ai vu que vous aviez mon livre préféré là en Oui, ce moment, Arletty. formidable, Là, formidable. alors quand vous, alors je allez- suis tombée dedans. Ah, c'est effrayant. Ouais. Ça fait Alors, partie c'est de ces livres. Nicolas Destiendorf, Arletty, un cœur livre. Ah, c'est une claque. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on m'avait fait des piqûres de liberté, parce que c'est l'histoire d'une femme libre, hein, parce que Arletty. Alors, je sais pas si les jeunes générations connaissent c'est trop. un peu loin. Elle est née en 1898. Oui, enfin Corneille aussi, hein, mais c'est elle qui a fait cette fameuse phrase atmosphère. Est-ce que j'ai lu l'atmosphère, hein. Et alors, c'est l'histoire de cette. C'est une fille de banlieue, hein. Elle est de l'autre côté du périph', comme on dit. Enfin là, c'était les fortifications. Et c'est l'histoire d'une famille. Elle a un frère. Elle est simple. Alors elle a toujours été rebelle. Hein. Elle a, comme elle dit, j'étais dès le début une enfant gâtée. Elle disait non. Elle voulait vivre. Une femme libre. Mais là, c'est vraiment une. Livre. Et puis alors. À notre époque, où tous les poncifs, tous les non-conformismes, tout, j'en peux plus. Alors, elle a une histoire, hein, c'est son premier amour. Elle l'appelle Ciel. Et ils décident, ils vont se marier et tout. Mais arrive la guerre de 14-18. Et lui, il va se faire tuer dès le début de 14. Elle va décider une chose qu'elle va jamais quitter. Elle prend un principe. Elle ne sera jamais ni veuve de guerre, ni dépendante, ni être la mère d'un enfant, qui a été tué à la guerre. Donc elle se dit, je ne me marierai jamais et je n'aurai jamais d'enfant. Et elle va, c'est une amoureuse. Elle va être elle a un Pygmalion, hein, qui va lui faire découvrir la littérature. Elle est brillante, hein, elle est intelligente. Elle a comme dit quelqu'un, elle a du charme, elle a quelque chose qui fait que dès qu'elle rentre dans une pièce, vous savez, c'est le charisme, on lâche pas. Alors elle a aussi un truc, hein, faut pas le leurrer. Elle était pendant la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, elle était copine, elle était très amie avec la fille de. Surtout, elle est tombée amoureuse d'un officier nazi. Oui, puis elle était très amie avec la fille de Laval. Enfin, elle était dans ce milieu-là, et elle va tomber amoureuse folle d'un Allemand. Mais alors elle, c'est. Dans l'absolu, elle n'a rien à foutre du reste du monde. Elle est amoureuse complètement de trucs. Et comme elle va avoir cette phrase, on n'est pas sûr qu'elle soit pas apocryphe, de dire mon cœur est français, mais mon cul est international. Et toute sa vie, elle va payer ça. Alors, avec une certaine injustice, parce que quand on voit Trenet ou Piaf qui vont avoir chanté pour... devant et elle va les Allemands, surtout, elle va tourner Les Enfants du Paradis, hein, qui est quand même un des films anti-collabo, anti-nazi, qui était quelque chose, une sorte sous couvert de fable, qui va être. Et elle va jamais être aux premières, elle va être exclue du milieu. Et puis elle a une fin de vie, moi je trouve. Elle va finir aveugle, hein. Mais elle a des très belles pages sur sur la vieillesse. Mais c'est écrit, alors c'est romancé aussi, mais c'est écrit à la première personne. Et c'est ce qui donne la force du livre aussi, c'est qu'on est vraiment avec elle. On a l'impression que elle nous le raconte, elle nous raconte sa vie de façon intime. Il y a énormément d'humour. Je pense que elle a du recul sur elle-même incroyable. Nicolas Destiendorf a dû faire énormément de recherches, même si évidemment des dialogues ont pu être imaginés, mais ce sont des situations qu'il raconte qui ont été réelles, et ce sont des épisodes de sa vie quand elle est partie sur la Côte d'Azur, et puis les films qu'elle a tournés. Enfin, c'est là aussi un destin et elle refuse incroyable. de coucher pour l'argent. C'est-à-dire que Lagarcan, par exemple, il propose, il lui donne des rivières de diamants, il lui donne quelque chose. Elle va rester amie, mais elle lui dire mon petit coco, j'ai pas besoin de ça pour être amoureuse, et puis je suis pas amoureux, je t'aime bien, mais point final. Alors, il y a un truc aussi qui m'énerve ainsi, c'est les gens qui, en 2023, jugent les gens qui ont vécu en 1940. Oui, genre collabo. Là, c'est affreux, ça a été sans arrêt. Allez-y, moi, ça a été une des plus belles choses que j'ai lues, là. Ça m'a fait du bien, puis en plus de les voir, je me disais, je m'embourgeoise. Quand je vois de la façon dont elle se comportait vis-à-vis des gens, je disais, là, Gérard, tu t'embourgeoises, il faut que tu te remues les fesses par rapport à certaines façons de faire, de penser. Allez-y, c'est une pure... Ça devrait être un des succès mais c'est vrai que vous avez raison de dire aujourd'hui Arletty, ça se résume à atmosphère. Mais c'est pas sauf que c'est une femme absolument incroyable qui a traversé le siècle avec des rencontres et puis un talent inouï. Et puis cette femme, effectivement, amoureuse, libre, qui a fait ce qu'elle a voulu. Arletty, Nicolas Destiendorf, Arletty, un cœur libre, c'est paru chez Calman Lévy. On se retrouve dans un instant, Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires.
Valérie Expert, Gérard Collard. Les coups de cœur des libraires avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Gérard Collard Oui, et c'est la Bon, griffe noire. J'ai toujours rêvé de Voilà. de le rencontrer. Voilà, et donc on vous donne évidemment nos coups de cœur. On parlait du destin d'Arletty. Ouais. Il y a ce livre Alina, l'amour secret de Poutine, c'est paru chez Artaud, Ah enquête oui, sur j'ai la lu femme ça. la plus puissante de Russie, de Céline Noni. C'est absolument passionnant parce que c'est une femme qu'on ne connaît pas et c'est la personnalité la plus secrète de Russie, c'est-à-dire c'est une gymnaste. athlète de haut ouais. niveau qui est la maîtresse visiblement de Vladimir Poutine. Et donc, cette enquête est absolument passionnante. Elle a été élue à la Douma. Elle est très, très impliquée dans la vie politique. Il y a très peu de choses sur elle. Et ce livre est une enquête assez remarquable, justement, sur l'ascension de cette femme qui, là aussi, n'a pas froid aux yeux, mais peut-être pas dans le même sens que l'argent, la politique, l'argent, je pense le sport. qu'il n'y a pas de problème. Très, très intéressant. Et Céline Noni, elle est grand reporter à l'équipe, ancienne gymnaste, donc c'est un milieu qu'elle connaît très bien. C'est une enquête très documentée. Pour ceux qui s'intéressent à Vladimir Poutine et à la Russie, je vous le conseille. Alors, oui. J'ai un auteur que j'adore et je trouve qu'il n'a pas assez de succès, mais il y en a, mais pas assez, c'est Morgan Audic. Oui. Et il vient de faire paraître Personne ne meurt, alors attention, à Longyard. L-O-N-G, vous le retrouvez, vous tapez Morgan Audic, Personne ne meurt chez Albin Michel. Alors, on est dans le fin fond de l'Arctique, vers la Norvège, c'est l'Arctique. Donc c'est tout en haut, on est vraiment... et là, on retrouve une femme qui est complètement déchiquetée sur la banquise. On pense que c'est un ours. Et dans les îles Lofoten, un peu plus tard, on retrouve une journaliste, elle aussi, qui est assassinée. Quel est le lien entre... Apparemment, il n'y a pas de lien, sauf qu'il y en a une... les deux s'intéressent à la faune de ces coins. Et là, vous allez commencer... Alors, c'est un suspense d'enfer. Une fois... Alors, vous qui n'aimez pas le froid et les brins mais je d'herbe, supporte pas. voilà. En plus, les polars norvégiens, machin, ça me gonfle. J'ai froid. Voilà. Moi, je suis toujours en tongue. Donc, vous commencez là-dedans. Et je me suis fait complètement avoir parce qu'il est super doué. Et donc, en fait, ce polar avec un suspense et une fin... Alors là, c'est là qu'on voit un excellentissime écrivain de polar. Va vous faire pénétrer dans ce monde. Et je ne savais pas qu'il y avait une enclave russe qui était là et qui était à la base une mine. C'était des champs de mines. Enfin, on appelle ça des champs de mines. Oui, des champs de mines, ça fait boum. Des mines, quoi, point final, où il y a du jus. Voilà. Et donc là, vous avez, en fait, c'est toute une description à la fois politique, économique, écologique. Alors, il y a deux inspecteurs. Il y a un inspecteur et puis un reporter. Et là, le couple va faire une enquête, mais plus vous plongez là-dedans, vous vous rendez compte que, en fait, ils en ont rien à faire de l'écologie. C'est le fric, c'est tout ce qui est... ça fait guerre froide, ça fait... c'est ça, c'est la relation... c'est incroyable. Moi, j'ai complètement découvert ce milieu... Mais pour moi, l'Antarctique, c'était les ours, il faisait froid, c'était blanc. Non, parce qu'il y a des bases, là, qui c'est sont vraiment installées là-bas. une horreur. Ce type est hyper doué on sent qu'il a fait il y a de la doc, hyper doué pour faire passer plein d'informations. J'ai appris vraiment plein de choses et surtout, j'ai passé un moment. Pour moi, ça a été un des polars. Il faut qu'il soit très, très fort parce que vraiment, le froid, moi, c'est éliminatoire. Et donc, j'ai été pris complètement dans ce bouquin. C'est intelligent, c'est fin, c'est subtil. Il a le sens du suspense, c'est haletant. Enfin, je ne vais pas en faire plus. En plus, je ne le connais pas. Donc, alors, il s'appelle Morgan Audic, A-U-D-I-C, et le nom le titre, c'est Personne ne meurt à Longyearbyen, de la Norvège à la Russie, un thriller sauvage. C'est paru chez Albin Michel. Voilà, faut oser pour faire un titre pareil. Faire un titre comme ça, mais bon, c'est. Mais allez-y, si vous avez un peu l'arraché, c'est celui-là. Je vous signale ce dictionnaire des mots haïssables. Donc ça, c'est pour les gens qui en ont ras-le-bol de ces mots valises, de ces mots qu'on emploie un peu tout le temps. Donc il y a, c'est les mots flexitarien, donc il donne la définition omnivore qui s'ignore et qui se croit supérieurement conscientisé depuis qu'il ne mange pas de viande le lundi sur les conseils de Juliette Binoche. Il y a évidemment beaucoup d'humour. Il y a le coworking. Alors coworking sur le papier, c'est la mise en commun d'un espace de travail, du loyer, des compétences. Dans la réalité, c'est la façon de donner vie à une activité inexistante pour faire croire qu'on est en chemin à deux droits de se réinventer. C'est très très drôle. Il s'appelle Samuel Piquet. C'est paru au Cherche Midi. C'est à picorer. Et ces mots haïssables, je crois que vous en avez
vous en avez tous. Ah oui, moi récurrent par vous- exemple, je peux plus. Ah oui. Récurrent, ça c'est un truc qui m'énerve, mais Oui, il y a plein autofiction, apprenant, amalgamé, bref, et les définitions sont très très drôles. Gérard. alors, il vient de paraître en poche un livre que j'avais adoré qui ressemble plus à une série télé de Netflix, c'est Moody Cats. Ça s'appelait Les Papillons Noirs en livre de oui, poche. oui, je me Alors, souviens. je vous rappelle l'histoire, hein, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Albert, il est orphelin, hein, et puis il rencontre Solange, alors elle est fille de tondu, donc vous voyez déjà, et là va commencer une espèce de... Alors c'est un amour fou, hein, dévastateur, vous êtes dans ce bouquin, moi je me le suis pris plein dans la tête, vous avez envie par moment de haïr ces gosses, vous avez envie de les aimer, vous êtes complètement bouffé, et là va commencer une sorte de road movies, on est dans les années 70, road movies meurtrier, les meurtres vont continuer, voilà, ils tuent, pourquoi ils tuent, ça, vous allez le Il faut découvrir. pas, ouais. C'est vraiment... j'ai l'impression d'être une série télé. Le gars, il doit être, je sais pas qui, hein, ça doit Ouais. être un pseudonyme, l'auteur. Mais c'est tout c'est visuel, c'est... Alors ça vous remue les tripes. Hein, si vous voulez autre chose que les petits Ouais, polars c'est- suédois où il se passe pas grand-chose. Alors Ouais. il y a aussi ça, j'en peux plus. Vous savez, les nouveaux polars qui se passent avec la tasse de thé, le truc oui, à non, ça, côté. Là, moi, j'aime pas je du n'en tout. peux plus. C'était bien au début, mais là, Ouais, arrêtez ouais, parce y a que là, ça, là, on est envahi Ah par oui, ces... on Alors, est ça a un envahi. nom, hein, c'est les polars feel good. Ah oui, c'est Où vraiment... on est dans les l'humour et le... pseudo, ouais. le pseudo-humour Puis ils sont anglais. tous c'est- sur l'anglais, effectivement. Ouais, c'est un peu rare. je ne peux plus, franchement, Un- arrêtez. Ouais, on en a un peu ras-le-bol, on reçoit, c'est un peu toujours les mêmes couvertures, Ah oui. avec une petite dame anglaise. Donc Ah. voilà. Donc redites le titre de votre. Ça votre s'appelle polar, c'est Les Papillons Noirs, c'est en livre de poche, il s'appelle Moody Cats, K-A-T-Z. Alors vous qui ne savez pas faire la cuisine, Gérard, Arrêtez, ce livre est pour vous. Allez vous faire cuire un œuf à la perfection, Arthur Lequesne, ma méthode pour révolutionner 65 recettes tous les jours. Et c'est vrai, bon vous voyez, je tombe sur le steak tartare, mais c'est vrai qu'il donne des petits conseils. Par exemple, sur le tartare, il prend de l'onglet ou de la bavette et il le coupe au couteau et il prépare une vraie mayonnaise. Donc c'est assez simple malgré tout, les repas bluffants pour les enfants aussi. Alors il y a l'œuf au plat, mais c'est pas si simple que ça de faire cuire un œuf au plat. Vous en Non, savez je répondrai quelque pas après ce chose. que vous avez dit, je dirai rien. Donc, Voilà, la je mayonnaise. suis un peu vexé là. C'est les recettes de base. Il y a le fish and chips, ça c'est pour vous. Ah mais non, vous aimez pas le poisson. Mais c'est des trucs simples. Tous ceux qui me disent j'ai pas le temps de faire la cuisine, bah là vous avez le temps et il vous donne la marche à suivre de façon extrêmement concrète et pratique. Je ne le connais pas, Arthur Lequesne, mais je le félicite parce que franchement c'est un livre très pratique et très facile pour des recettes de tous les jours quand on en a marre d'aller chercher des surgelés. Voilà. Alors, Pourquoi qu'est-ce vous me qu'on regardez Alors, Hein je fais de la pub pour une autre chaîne. Enfin, pour une autre chaîne, c'est pas une chaîne, hein, par rapport à nous. C'est l'occasion sur Arte. Il y a un très, très beau documentaire sur Johanna Van Gogh. Ouais. Et ça Alors, m'a qui rappelé est le Johanna livre. Van Gogh Alors, Ouais. il y avait un livre qu'on avait défendu et qui est un peu passé à la bouillette, mais qui il y a longtemps, hein, c'est en livre de poche maintenant. Ça s'appelle Camilla Sanchez, c'est l'auteur. Elle a écrit La Veuve de Van Gogh. C'est chez Liana Lévy Poche. Allez-y, c'est une merveille. Alors, Johanna Van Gogh, c'était la femme de Theo Van Gogh. Hein. Elle était très amie avec Vincent. Vincent meurt. Théo, 6 mois après, meurt. Et elle hérite de tous les tableaux de Van Gogh. Ouais. Personne n'en veut. Hein. Ouais. Elle part, elle est d'origine des Pays-Bas. Et là, c'est son combat. Elle a son enfant. Hein, et c'est son combat pour faire connaître les œuvres de Vincent Van Gogh. Et c'est absolument extraordinaire. Alors, vous avez déjà le portrait d'une femme qui est toute seule, hein, qui se retrouve. Il n'y a plus rien. Elle est là-bas. Et c'est son combat. Elle va ouvrir une auberge. Elle va mettre les toiles. Elle va écrire aux critiques. Elle va se recevoir des vents pas possibles. Mais elle va continuer et ainsi de suite. Et grâce à elle, Van Gogh va devenir célèbre et être reconnu par les plus grands critiques de l'époque. C'est un combat incroyable. C'est un petit livre. Hein. Ouais. Allez-y. Moi, du coup, C'est ça quoi, m'a fait... Arte C'est Arte, ça s'appelle Johanna Van Gogh. D'accord. Allez-y, c'est vraiment, moi, voilà, Ouais. ça met des images sur un roman, Oui, sur un livre. Sur un livre. Et ouais, puis continuer, moi, j'ai recopicoré les lettres de Théo Van Gogh à Vincent Van Gogh. Je vais pas tout lire, mais voilà. Mais c'est un très joli portrait. Comme les femmes, c'est souvent on dit, je vais pas tomber dans le côté des magots, les femmes sont meilleures que les hommes, mais souvent elles sont plus têtues. Enfin, elles plus ont la glace, carapace. et puis elles ont la volonté souvent d'aller au souvent, bout et puis et de transmettre. elles sont les échecs, ça les repousse pas. Ouais. Elles continuent. C'est vraiment un magnifique livre. Hein. Allez-y, ça s'appelle
s'appelle La veuve de Van Gogh chez Liane Poche, un tout petit truc. Elle s'appelle Camilla Sanchez et elle mérite de revenir sur le devant de l'édition. Voilà. Un petit livre pour finir, paru chez Pastel, Mamie Manga. Donc ça, c'est pour du 6-7 ans, je pense. Ouais. C'est très rigolo. C'est une mamie. Bon, voilà, mais c'est une super mamie. Mais voilà, elle n'est pas assez au top pour le petit Aya Sugi, c'est son jeune tigre qui est plein d'énergie. Ouais. J'aime beaucoup les dessins qui sont très drôles. C'est une genre de petite BD pour enfants avec des petits textes. Et c'est très chouette. C'est Anne Herbeau. Et si vous avez des enfants, des petits-enfants, on va faire bientôt une émission sur les mangas avec nos spécialistes mangas. C'est pas les enfants, les mangas. Oui, je sais, mais bon, voilà. Oui, mais on a déjà les adultes. Donc, ramenez nos enfants, ramenez les petits-enfants, ramenez les grands-parents, tout le monde, ça va être un spécial. J'ai envie qu'ils lisent des mangas spécialement, moi. Bon, si, il y a des... Alors, on va vous envoyer un spécialiste et vous allez voir que les mangas, c'est autre chose que ce que vous pensez. Que ce que je pense, peut-être. Et puis, éloge du service en salle. Alors, Valérie Vrina est une amie, donc c'est un coup de cœur amical mais sincère. Valérie Vrina et Jean-Marie Hanchet, éloge du service en salle. Valérie Vrina, elle est la fille de Jean-Claude Vrina, qui était l'un des plus grands restaurateurs de Paris avec le restaurant Taïwan. Et avec Jean-Marie Hanchet, qui a été son maître d'hôtel, ils défendent le service en salle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la restauration a un mal fou à recruter, mais qu'il y avait une tradition française du service en salle, avec la façon dont ils s'habillaient, avec la découpe à la table. C'est passionnant parce que ça vous plonge dans la perfection. Il y a beaucoup de témoignages de restaurateurs qui expliquent en quoi c'est important, beaucoup de spécialistes qui racontent leurs souvenirs de ça. Et je trouve que c'est important. C'est un peu comme le savoir-vivre. On dit que c'est désuet, mais non, parce que le client, il doit être au centre de l'accueil dans un restaurant. Mais je pense que c'est parce que aussi on a mis tout l'accent, tous les feux sur le chef, et que ça c'est un vrai métier aussi important que le chef, parce que le chef il peut avoir toutes les recettes pas possibles. Si vous avez des neuneux qui sont en train de servir le truc, ça marchera pas et les gens ne se souviendront que du neuneu qui a mal servi. Absolument. Donc je trouve que, et si on a du mal à retrouver des gens, c'est qu'il faudrait peut-être remettre de la lumière et sur la qualité, sur l'importance de ces gens. Donc c'est ça, c'est ce qu'elle explique, la discrétion, les carrières, l'évolution des carrières. C'est un livre vraiment intéressant, et puis vous y découvrirez plein d'anecdotes sur ces métiers de la restauration. Éloge du service en salle, c'est paru chez Menu Fretin, très joli, éditeur de gastronomie, très joli nom de maison d'édition. Un petit dernier. Non, juste pour signaler, je suis très très contente, vous devez être très contente aussi. Oui. C'est Isabelle Duquesnoy pour la Pâqueline chez Point. Elle a reçu le prix Lire en poche de la littérature française 2023. Et pour une fois qu'il y a un prix avec lequel on est d'accord. On est d'accord. Et il faut faut tout lire Duquesnoy, l'embaumeur, la Pâqueline, sur Mozart, sur Constance Mozart. Allez-y, c'est vraiment un très très beau prix. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Gérard. À la semaine prochaine. Très bonne journée sur Sud Radio. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.